Nicolas Baintin est professeur à l'Université de Poitiers, spécialiste notamment de propriété intellectuelle. Et il se trouve que ça fait plus de 25 ans que je connais Nicolas, ce qui explique pourquoi je le tutoie. Et j'ai décidé de maintenir le tutoiement parce que ça nous ferait trop bizarre de nous vous voyez sous prétexte qu'on est en public. Quelques mots au sujet de Robert Pozzo. J'aurais préféré le présenter alors qu'il était connecté. Mais voilà, je connais Robert Pozzo, qui est avocat au barreau du Cameroun, qui exerce à Yaoundé. Je le connais depuis 2016 et il m'a accueilli lors de mon premier séjour au Cameroun. Et je dois dire qu'avec lui, j'ai bien compris le sens du mot confraternité. Il était d'une très grande amabilité à mon égard. Et je pense que tout ça est enregistré, donc Robert aura le plaisir de découvrir ce que j'ai dit de lui à la fin de cette conférence. Alors, vous constaterez la tenue tout à fait contestable de mon ami Nicolas Baintin, qui est en polo. Si Nicolas Baintin était un confrère, j'en appellerais aux plus hautes instances ordinales pour le sanctionner sévèrement. Je pourrais porter la robe à ce moment-là. Je me tournerai vers le bâtonnier Battier en lui demandant d'appeler un de ses successeurs, mais il se trouve que Nicolas Baintin est professeur, ce qui lui permettra d'éviter toute sanction. Et il a fallu du temps. Robert, tu arrives au moment, je venais dire du bien de toi, tu regarderas l'enregistrement et tu verras que j'ai essayé d'être plutôt aimable à ton égard. Mais évidemment, ce que je disais était sincère et j'étais en train de me moquer de la tenue de Nicolas. Mais Nicolas a un vol, il doit prendre l'avion, tout ça est très compliqué. Et à un moment, j'ai compris que soit il faisait la conférence en polo, soit on annulait la conférence. Donc, j'ai considéré qu'on pouvait accepter qu'il présente la conférence en polo. Pourrait-il que je suis très heureux parce que cette conférence rencontre déjà un grand succès. Je crois qu'on a battu nos records puisqu'il y a plus de 450 inscrits pour suivre la conférence. Et comme vous le savez, elle porte sur la contribution de la propriété intellectuelle à l'évolution des pratiques judiciaires. Et je propose que la parole soit donnée à mon ami, le professeur Nicolas Baintin. Merci beaucoup Laurent, merci Maître pour nous avoir proposé à Pierre, Robert et moi-même de construire une intervention dans le cadre des conférences de la CIB ce soir. Je vous présente tout de même mes excuses pour ma tenue un peu sportive, mais mon avion a 40 heures de retard et je n'avais pas prévu exactement ce qu'il fallait pour vivre 40 heures et pouvoir faire une conférence pendant cette période-là, mais je pense que ça a assez peu d'influence sur les échanges que nous aurons aujourd'hui ensemble. C'est une belle opportunité et on a, avec Pierre Robert, réfléchi à un sujet qui était à la fois capable de nous unir à partir de la propriété intellectuelle et suffisamment global pour pouvoir intéresser l'auditoire aussi riche et varié de praticiens du droit qu'est celui de la CIB. Et c'est cheminement faisant que nous est venue l'idée d'essayer de montrer que une des grandes conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle avait une petite contribution certainement à la généralisation des grands principes conduisant le procès. Et donc, d'une dimension très spéciale, la propriété intellectuelle, on pouvait nourrir, développer des arguments beaucoup plus globaux autour des règles cardinales qui permettent de conduire un procès dans les meilleures conditions pour les justiciables. Et c'est ce qu'on va essayer de présenter ensemble aujourd'hui dans un duo qui est nécessairement techniquement un peu délicat puisqu'on est tous à des endroits différents et on va se passer la parole en ligne. Mais il ne fait pas de doute à mon esprit que les éventuelles incertitudes technologiques seront largement compensées par la richesse de nos échanges. L'idée est donc de partir de l'accord de l'OMC. Tout le monde connaît cette organisation internationale, l'Organisation mondiale du commerce,
qui est issu d'un accord signé à Marrakech en 1994. C'est tout à fait important parce que c'est une des rares grandes conventions mondiales qui a été signée sur le continent africain. Et cette convention, cette organisation aujourd'hui vit tant bien que mal. Il y a des petits soubresauts, ce qui n'est pas surprenant dans des organisations multilatérales. Et il y a l'esprit que simplement, il y a quelques semaines, les États-Unis viennent de réintégrer l'UNESCO, par exemple. Donc, ce n'est pas la seule à avoir des difficultés. C'est probablement aussi le jeu de ces organisations multilatérales de subir quelques difficultés. Mais on peut constater que depuis 1994, l'OMC a nourri cette organisation du commerce mondial, a permis de réunir autour d'un certain nombre d'idées, notamment la bonne marge du marché, la prévisibilité, la liberté des échanges, a réussi à réunir aujourd'hui 160 membres qui représentent 98% du commerce mondial. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est une annexe de cet accord, annexe signée elle aussi en 1994, qui s'appelle l'accord de l'OMC sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, accord appelé habituellement accord APIC, ou que l'on désigne aussi dans son jargon anglais accord TRIPS. Et c'est une annexe qui fonctionne exactement dans le cadre de l'OMC. Donc, vous avez les mêmes États qui sont membres de l'OMC et qui intègrent évidemment à cette annexe consacrée à la propriété intellectuelle. Or, cette annexe est extrêmement importante parce qu'elle marque un tournant dans la vie mondiale de la propriété intellectuelle. Elle consacre la propriété intellectuelle comme un enjeu du commerce mondial, comme un enjeu de rapport, évidemment, de puissance entre les États. Et pour cela, la Convention cherche à confirmer les constructions internationales antérieures et puis affirmer un socle commun. Donc, il y a toute une série de dispositions communes relatives aux droits substantiels de la propriété intellectuelle, des dispositions communes relatives au transfert de technologies, aux biens publics, et ce sont les éléments qui sont habituellement discutés quand on aborde les accords APIC. Ce sont les éléments que l'on va volontairement mettre de côté ce soir. Ce n'est pas la propriété intellectuelle substantielle qui nous intéresse dans les accords APIC ce soir, mais c'est un autre élément que les États ont aussi intégré dans cet accord en 1994. Et c'est l'idée que le respect de la propriété intellectuelle impose, outre des dispositions substantielles permettant d'harmoniser la matière entre les États membres, ce respect impose aussi que les États disposent d'un cadre judiciaire adapté pour conduire des contentieux en cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Et c'est ici qu'émerge notre propos et notre idée qui est, si je la résumais avant que l'on échange avec Pierre Robert cet après-midi, l'idée que les grands principes directeurs du procès consacrés pour la propriété intellectuelle dans cet accord APIC en 1994, ces grands principes qui se trouvent dans d'autres conventions, mais vont connaître ici une façon très concrète et pratique de s'immerger dans la vie judiciaire et vont pouvoir irriguer la vie judiciaire au-delà, évidemment, du seul cas des contentieux de propriété intellectuelle. Exprimé autrement, à partir du moment où un État doit adopter des règles de procédure civile qui, pour le contentieux de la propriété intellectuelle, respectent ces principes cardinaux exposés dans l'accord APIC, on peut penser que ce même État appliquera de façon générale, autant que possible, ces principes cardinaux du procès civil à tout contentieux civil et pas uniquement au contentieux de la propriété intellectuelle. Alors, il ne s'agit ni pour Pierre Robert ni pour moi-même d'être des sortes d'illuminés de la propriété intellectuelle et de penser que la propriété intellectuelle va fournir un cadre parfait pour la procédure civile sur le territoire de tous les États. Il s'agit plutôt d'essayer de voir en quoi ça fait écho, en quoi ça peut soutenir ce développement d'un droit processuel respectueux des intérêts des parties. Ainsi, et c'est sur ces différents éléments que nous allons revenir ensemble,
L'accord ATPIC prévoit que les États doivent garantir des procédures loyales et équitables. Les procédures ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses. Les procédures ne doivent pas comporter des délais déraisonnables. Les procédures doivent pouvoir faire l'objet de révision ou de faire l'objet d'appel. Ce sont des éléments classiques, j'en doute pas que tout le monde a à l'esprit ces éléments, mais ça intègre un cadre légal différent. Si il y a un conflit interétatique, je peux tout à fait saisir l'organe de règlement des différends de l'ORD pour dire, eh bien, dans tel État, il y a un non-respect des canons de l'accord ATPIC pour essayer eh bien, d'accompagner cet État vers une meilleure mise en œuvre des règles judiciaires pour permettre d'atteindre ces éléments. Alors, dans l'accord ATPIC, et je vais passer rapidement sur ce point avant d'attaquer le fond de notre présentation, dans l'accord ATPIC, vous avez des procédures qui sont spéciales pour la propriété intellectuelle, des règles d'injonction, des règles d'évaluation des dommages et intérêts. Ces règles spéciales peuvent elles-mêmes influencer la pratique locale du contentieux. J'ai à l'esprit, par exemple, une décision assez récente de la Cour de cassation en France qui nous dit que les modalités d'évaluation des dommages et intérêts envisagées pour la propriété intellectuelle peuvent influencer l'évaluation des dommages et intérêts pour une atteinte à un savoir-faire. Or, le propre du savoir-faire, c'est d'être en dehors de la propriété intellectuelle. On sait depuis peu que pour le régime des secrets d'affaires issus de la directive européenne et transposé en droit interne, eh bien là encore, le législateur européen s'est fortement inspiré de ces règles de sanction de la propriété intellectuelle pour les intégrer en dehors de la propriété intellectuelle. Mais cet après-midi, on va se contenter de parler des canons généraux du procès tel que c'est imposé pour la propriété intellectuelle et essayer, dans notre dialogue, de voir en quoi ça concrètement irrigue et va irriguer et a irrigué d'une façon générale la conduite du procès au-delà du contentieux de la propriété intellectuelle. C'est une tentative, j'espère qu'on sera convaincant et qu'on pourra nourrir vos réflexions et qu'on aura une réflexion collective autour de cette thématique dans les éléments à venir. On a avec Pierre Robert arrêté 3 thèmes qui sont 3 thèmes extrêmement généraux mais qui sont déjà suffisamment riches et certainement que le temps faisant, il faudra qu'on raccourcisse. Je vais abréger, je vais lancer le premier thème et peut-être passer ensuite la parole à Pierre Robert. 3 thèmes. Un premier thème sur les canons que j'ai rappelés, loyauté, équité, complexité, coût du contentieux. On a retenu un deuxième thème relatif au régime de la preuve, c'est l'article 43 de l'accord ATPIC sur la nécessité pour les parties d'être dynamiques dans la preuve et sanctionner le refus de fournir un document qui est clairement entre les mains de l'une des parties. Et puis un troisième thème, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder évidemment, sur la forme des décisions. Les décisions doivent de préférence être écrites et motivées. Elles doivent être mises à disposition des parties sans retard. Elles doivent être autant que possible exclusivement appuyées sur des éléments de preuve qui ont été discutés par les parties. Là encore, ce sont indéniablement des éléments qui font écho, mais je reprends ce que j'ai évoqué. À partir du moment où on n'a pas une procédure civile spéciale pour la propriété intellectuelle, on a une procédure civile locale qui nécessairement doit être conforme aux engagements internationaux des États et dans les engagements internationaux des 160 États partis à l'Organisation mondiale du commerce, on trouve notamment ces règles cardinales du procès. Alors, quelques mots et je passe la parole à Pierre Robert pour notre premier thème. Premier thème classique, le procès, les procédures, alors certes destinées à la propriété intellectuelle, mais vous avez compris que dans notre esprit, les procédures seront destinées à d'autres contentieux que la propriété intellectuelle. Ces procédures doivent être loyales et équitables. Elles ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et elles ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retard injustifié.
alors bon, on pourrait avoir une conférence entière sur chacune de ces thématiques, cela va de soi. Ce serait beaucoup trop long, je pense, et ce n'est pas le cas de revenir avec vous sur le principe de loyauté dans le procès. On sait que si je prends simplement la procédure civile française, il y a depuis longtemps un débat sur la nécessité ou non d'ancrer définitivement dans notre code de procédure civile. On a eu des rapports encore récents sur le besoin d'inscrire la loyauté explicitement dans le code, mais la France, comme les autres États partis à l'accord APIC, mais il est évident qu'on trouve ça ailleurs, notamment au travers de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, où on trouve ça aussi dans d'autres sources internationales, eh bien, l'accord APIC nourrit cette nécessité d'un procès loyal et d'un procès équitable. C'est vrai de ce côté-ci de la Méditerranée, et Pierre Robert, il me semble que c'est vrai aussi eh bien, de l'autre côté de la Méditerranée, pour notamment le continent africain, où un très grand nombre d'États sont aussi membres de cet accord APIC. On ne t'entend pas, il faut que tu allumes ton micro. Allume ton micro. D'accord. Voilà, parfait. Merci. Bonsoir Nicolas, très ravi de t'avoir. D'ailleurs, je dois souligner que tu es enseignant à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle à l'OAPI, où tu viens chaque année distiller de brillants enseignements aux étudiants venus de tous les horizons, je pense, pour la plupart de l'espace OAPI. Je dois dire qu'effectivement, les règles imposées par les dispositions que tu as citées de l'accord sur les ALPIC, aujourd'hui, j'allais gouvernent pour l'essentiel les procédures, notamment celles qui sont normalisées à l'échelle africaine. Je dois citer pour l'essentiel les actes comme OADA et les règles de procédure qui gouvernent les procédures OADA. Et évidemment, également, l'accord de Bangui qui a été révisé en 2015 à Bamako et qui reprend pour l'essentiel les dispositions qui sont érigées dans les accords sur les APIC, qui nécessairement aussi ont attiré l'attention, par exemple, du législateur camerounais dans la révision de la loi portant organisation judiciaire de 2006 en inscrivant, notamment dans le code de la loi, celui des délais, n'est-ce pas? La question des délais, la question de la production, on va voir dans le second thème peut-être des preuves, et celui notamment des délais raisonnables. Parce que, comme il faut le dire, il faut noter que chez nous, très souvent, on inscrivait des délais sans limitation dans le temps. On peut dire peut-être les délais de procédure sont déjà préalablement fixés, mais les délais pour rendre des décisions ne sont pas de manière précise limités dans le temps. Et il est arrivé souvent qu'on multiplie devant ces juridictions des dilatoires sans fin. Et naturellement, et c'est contre ce type de dilatoire que l'accord sur les APIC est venu j'allais dire, donner des directives aux États membres pour qu'ils soient légiférés là-dessus pour permettre qu'il y ait une certaine, comment j'allais dire, loyauté dans le cadre des procès et devant les juridictions. Donc, en ce qui concerne le Cameroun notamment, nous avons un souci parce que bien que ces accords soient pour l'essentiel un peu repris à minima dans la législation interne, il n'y a pas de sanctions prévues, notamment lorsque les juges vont au-delà du délai qui a été prévu pour rendre une décision. Donc, parfois, il est arrivé qu'un procès devant le juge de l'urgence, qui est le juge de l'urgence, s'étende indéfiniment et que, naturellement, on se trouve à être heurté à des moyens qui sont soulevés, peut-être pour l'essentiel par des avocats, je dois dire à mon corps défendant, parce que ce sont les avocats généralement qui tirent de tous les côtés, mais qu'on arrive à trouver que les États n'ont pas de manière précise mis dans leur loi le respect scrupuleux des mesures édictées par les accords sur les APIC.
Merci. Donc, ces règles cardinales, on les retrouve dans d'autres éléments. Je pense par exemple aussi à l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme, où on retrouve des règles similaires pour la conduite du procès. Donc, la source ADPIC n'est pas la source exclusive. L'intérêt de pouvoir mobiliser la source ADPIC, c'est évidemment, d'une part, pouvoir mobiliser un contrôle de conformité devant un juge qui est un juge aux affaires civiles ou un juge commercial. Et le deuxième intérêt, c'est évidemment de pouvoir mobiliser les outils propres à l'OMC pour contrôler l'effectivité de la mise en œuvre de la norme sur le territoire d'un État. Et vous le savez, le contrôle de la mise en œuvre de l'OMC, de l'accord ADPIC, pour nous, est une des grandes forces de l'accord de 1994, puisque si c'est une question de relations interétatiques, donc un justiciable ne peut pas saisir l'ORD pour demander ou faire constater une non-conformité. Dans ce contentieux interétatique, on a relevé déjà de très nombreuses mobilisations de l'accord ADPIC par les États pour aller discuter, négocier, contester, influencer. Vous avez une multitude de lectures possibles pour ces contentieux ORD, mais on voit bien que la substance de l'accord ADPIC est aujourd'hui mobilisée pour faire évoluer le comportement à la fois en droit substantiel, mais aussi en droit processuel pour les États partis à cet accord. Donc, pouvoir vérifier si du point de vue de la propriété intellectuelle, la procédure est loyale et équitable, signifie concrètement qu'on pourra vérifier d'un autre point de vue si cette procédure est elle-même loyale et équitable. Alors, les champs d'études sont assez vastes, puisque si je passe de la loyauté à l'équité, on sait que c'est à la fois le principe du contradictoire qui est pris en considération, le principe de l'égalité des armes et la possibilité que puissent être pleinement exercés les droits de la défense. Donc, à nouveau, on a une lecture très ouverte. Et je pense ici important d'indiquer que si l'OMC consacre au travers des accords ADPIC ces règles essentielles de conduite du procès, l'OMC ne nous dit pas exactement ce que doivent contenir ces éléments. C'est-à-dire qu'on a une consécration des principes cardinaux, mais il y a indéniablement le maintien d'une l'attitude d'une application, d'une, dirais-je, localisation de la mise en œuvre de ces principes qui est présent. Et donc, il n'y a pas nécessairement la même lecture de la mise en œuvre de ces principes d'un État à l'autre. Et cet écart soulève évidemment pour l'observateur des difficultés. C'est-à-dire que comment je vais pouvoir considérer qu'à Berlin, à Paris, à Washington, à Brasilia et à Yaoundé, alors qu'on a des procédures civiles différentes, on a bien exactement, dans tous les cas, le respect de ces canons processuels. Ça, c'est l'une des grandes difficultés. Et il y a ici aucun délai préfixe ou aucun élément qui est imposé. Tu l'as dit, Pierre Robert, cet article 41 de l'accord ADPIC ne nous dit pas que le procès doit durer que 6 mois ou 1 an ou 3 ans. C'est une appréciation, et vous le savez en tant que praticien, c'est une appréciation qui est très largement marquée par l'approche casuistique. Quel temps les parties ont mis à répondre, quels sont les incidents de procédure qu'il y a eu, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on peut avoir un procès très long qui, pour autant, connaît bien un délai raisonnable et pas un délai déraisonnable. Pareil, on nous dit que les résultats, les retards, excusez-moi, sont les retards injustifiés. Donc, on a un très large espace à la justification des retards dans la procédure et ça laisse à nouveau une place très importante à une approche très locale et très casuelle. Donc, si on a ce cadre international qui nous fournit des canons communs, l'application État par État de ces canons laisse place à une vraie diversité de solutions. Absolument, absolument, Nicolas, parce que comme tu l'as dit, notamment en ce qui concerne le délai raisonnable, il s'apprécie notamment à la lumière des circonstances
propre à chaque espèce qui est soulevée devant le juge. Et elle s'apprécie également en fonction de la nature de l'affaire, de la complexité. Et évidemment, on peut arriver, lorsqu'il s'agit peut-être d'un bail commercial, où l'article 133 de l'acte uniforme WADA, notamment, est venu abréger et ramener les parties devant des juridictions, j'allais dire, dites de l'urgence, alors que précédemment, c'était des procédures de fonds qui duraient indéfiniment. Lorsque vous aviez un locataire récalcitrant, on pouvait passer des années. Désormais, je pense à peut-être sur cette disposition, le législateur WADA a essayé de dire et de donner une directive qui s'applique selon les États en disant que la procédure devra désormais se dérouler devant le juge de l'urgence, qui, selon le juge du Camerounais, est un juge de fond qui statue très, très rapidement parce qu'il s'agit d'une question de bail commercial, ou selon le juge ivoirien, il s'agit d'un juge des référés. Donc, à ce moment-là, on voit très bien que le législateur africain veut également, peut-être en s'arrimant, comme je l'ai dit, sur les principes édictés sur les accords sur les articles, à mener et à faire conduire le procès dans un délai raisonnable, que ce soit pour les parties, naturellement, que pour le juge, parce qu'évidemment, un juge qui va passer une année sur une affaire, je crois, perd pratiquement le contrôle de la situation et peut-être peut arriver à rendre des décisions sans tenir que pendant longtemps, et n'a pas pu trouver de solution dans un délai, j'allais dire, qui rende satisfaction aux parties. Oui. Pour ne parler que de la question du délai raisonnable. Merci. Bon, je pense qu'on va peut-être quelques éléments sur la question du coût des procédures, qui est une question classique qui, là encore, met pour nous en lumière des écarts de moyens entre des justiciables. Et c'est aussi bien vrai en Europe que sur le continent africain. Vous pouvez avoir au sein d'un même contentieux des parties avec des ressources financières extrêmement variables. Et la question de ce coût des procédures renvoie à la fois à la nécessité de discuter le coût de l'accès à la justice. Est-ce qu'on doit payer pour engager l'action? Est-ce qu'on doit déposer des garanties? Est-ce qu'on doit mettre à disposition des justiciables des aides pour qu'ils aient accès aux juges et qu'on puisse avoir un contentieux loyal et équitable? À nouveau, de nombreuses questions très classiques et indéniablement qui appellent des réponses qui sont, dirais-je, naturellement et nécessairement complexes et adaptés au cas par cas. Mais ces outils, vous le voyez, nourrissent indéniablement une lecture bien au-delà de la propriété intellectuelle de ce que doit être cette procédure de contentieux. Alors, le deuxième thème, peut-être je vais l'engager, mais Pierre Robert n'est pas là, il faudrait peut-être voir s'il se reconnecte. Laurent, les Nicolas, instructions. oui, visiblement, Robert, c'est... Ah, ben le voilà. Donc, tout voilà. bien. Allez-y. Parfait. Pierre Robert, je te propose qu'on passe au deuxième thème sur la question de la preuve, si cela te convient. Oui, je suis là. Ça va, question de, j'allais dire, des réseaux qui n'est pas raisonnable, j'allais dire, lorsque... Donc, OK, je suis là. Nous sommes sur les preuves. Et l'article 43. L'article 43 qui dispose, comme on l'a vu tout à l'heure, les auteurs judiciaires sont habilités dans les cas où une partie aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles, suffisant pour étayer ces allégations et préciser les éléments de preuve à l'appui de ces allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels. Donc, cette disposition veut que, naturellement, les juges puissent veiller à ce qu'il y ait une régularité, j'allais dire, que les pièces produites par chaque partie soient connues de l'autre, soit que la régularité de ces pièces puisse être vérifiée pour qu'on s'assure que le bordereau de pièce qui est produit par X ou Y est tout à fait compatible à celui qui est versé dans le dossier. Évidemment, on a souvent vu, c'est arrivé, peut-être pas de mauvaise foi, que des pièces soient sustraites dans les dossiers de procédure et que les pièces qui sont, j'allais dire, versées au dossier du tribunal soient tout à fait différentes de ceux
qui sont communiquées à la partie adverse, de celles qui sont communiquées à la partie adverse, de celles que c'est la fausse, n'est-ce pas, la décision qui est rendue in fine par le juge. Donc, l'OMC veut, en édictant cette obligation, j'allais dire, en donnant cette prescription en ce qui concerne les éléments de preuve, que les autorités judiciaires puissent vérifier à chaque fois la régularité des preuves fournies par les parties au procès. Oui, et à ce premier point essentiel, il me semble que cet article 43 propose d'aller plus loin sur l'obligation qui peut être faite à une partie de fournir des éléments dans la mesure où on peut raisonnablement penser que cette partie a les éléments sous son contrôle. Et donc, non seulement, ainsi que tu l'as dit, les parties doivent fournir des preuves, les parties doivent fournir des documents non falsifiés, mais les parties doivent aussi fournir des éléments utiles à la décision, quand bien même ce seraient des éléments qui iront contre leur intérêt. On peut prendre un exemple assez simple avec la comptabilité. Hypothèse assez classique, un opérateur économique est tenu légalement d'avoir une comptabilité. On a besoin de sa comptabilité pour déterminer en propriété intellectuelle la masse contrefaisante. On peut raisonnablement penser que l'entreprise contrôle bien sa comptabilité et la dispose. Eh bien, à la lumière de ce que tu as relevé, ce paragraphe 1 de l'article 43, cette société est tenue de communiquer sa comptabilité, et ça pourrait être un autre élément que la comptabilité qui est pris en compte, une liste de fournisseurs, une liste de clients, une liste de mélange, une liste de ce que vous voulez, excusez-moi, mais d'une façon générale, la collaboration active des parties au procès, qui est vue comme un élément essentiel du bon déroulement du procès, va imposer de fournir des éléments qui sont plutôt en ma défaveur parce que ça m'impose une transparence, et je pouvais espérer en défense que si je ne donne pas ma comptabilité, ils auraient plus de mal à évaluer la masse contrefaisante et donc peut-être me condamner à moins de dommages et intérêts. Là encore, ce qui est logique en propriété intellectuelle peut se retrouver bien au-delà de la propriété intellectuelle. Et ce premier paragraphe, on le comprend ici, de l'article 43, constitue une logique de la participation active et de bonne foi des parties au contentieux qui dépasse le cadre de la propriété intellectuelle. On doit aussi noter ici un point qui intéresse, je pense, à peu près tous les spécialistes de procédure, aussi bien en Europe que sur le continent africain, c'est cette délicate articulation entre l'accès à la preuve, la transparence, la collaboration active des parties, d'une part, et d'autre part, la protection des secrets d'affaires, la protection des renseignements confidentiels. Et on le voit, l'accord ADPIC n'est pas ici une solution très surprenante pour nous, d'autant plus que quelques articles avant, le fameux article 39 fixe la base de ce qu'est aujourd'hui le régime du secret d'affaires. Eh bien, il dit, je peux vous ordonner de prouver contre vous, de me fournir les éléments dont j'ai besoin pour la bonne conduite du contentieux et rendre une décision juste et équitable, mais en vous imposant de me communiquer des informations, je ne peux pas pour autant vous imposer de me communiquer des renseignements confidentiels. Restera alors à voir comment on articule ces deux principes. Vous le voyez ici, l'accord ADPIC ne nous fournit pas de réponse. Comment j'articule l'obligation de fournir des informations pour le bon fonctionnement du procès, d'une part, ça avec l'obligation de respecter des informations confidentielles de l'une des parties au contentieux. Alors, il y aura bien, des cas. Est-ce que ma comptabilité est confidentielle ? Peut-être pas, parce que la comptabilité, elle est communiquée à, je ne sais pas, l'administration fiscale, parce que je vais publier mes comptes, parce que je vais avoir toute une série d'éléments. Donc, peut-être qu'il faut distinguer le grand livre d'un livre de journalier de comptabilité. Mais on va voir qu'il faudra fixer ici des équilibres. Et puis, si on sort de la comptabilité, on retrouve les mêmes questions. Est-ce que la liste de mes fournisseurs ou est-ce que la liste de mes clients, pour ne prendre qu'un cas très simple, relève d'un renseignement confidentiel ou n'est pas un renseignement confidentiel? Peut-être que ma marge est un renseignement confidentiel, mon chiffre d'affaires ne l'est probablement pas. Et on va pouvoir comme ça faire le départ entre ce contre quoi je ne pourrais guère me défaire en invoquant la protection du renseignement confidentiel et des informations qui seront protégées.
Et dernier point ici, et qui me semble pas négligeable pour ce premier paragraphe de l'article 43, quand on dit qu'on va préserver le secret d'affaires, on ne dit pas que l'on ne va pas communiquer l'information dans le cadre du contentieux. Simplement, c'est les conditions dans lesquelles le juge et éventuellement la partie adverse aura accès à cette information qui devra respecter le contrôle de confidentialité. On peut mettre ce qu'on appelle aujourd'hui assez classiquement un club de confidentialité en place, où chacune des parties désigne un tiers qui va venir regarder ces informations confidentielles pour, dirais-je, en faire une présentation neutre et expurgée et qui permet de s'assurer que les informations utiles au contentieux ont bien été prélevées, mais que toutes les informations qui ont vocation à rester confidentielles demeurent bel et bien confidentielles pour respecter l'intérêt de la partie qui s'est trouvée dans l'obligation de communiquer cette information sur la base de l'article 43, paragraphe 1. Et on retrouve ce délicat équilibre qu'on a déjà évoqué entre le droit à un procès équitable, le droit des respects de la défense, l'obligation de participer dynamiquement au contentieux et le respect de la confidentialité. C'est ça. Allô? Oui. Voilà. Oui, c'est bien dit, Nicolas, parce que l'article 43.2, lui, impose, disons, donne des directives aux États de pouvoir donner la possibilité au juge d'enjoindre, même par le biais d'une procédure pénale, l'autre partie à produire des pièces ou à se prononcer sur les pièces qui ont été produites. Bon, je pense qu'au Cameroun, pour prendre le cas du Cameroun, il y a ce qu'on appelle la fabrication et la suppression des preuves, qui sont une disposition, j'allais dire, prévue par le code pénal. Je crois en réponse à cette disposition, bien qu'elle existe, je crois, dans le code pénal camerounais avant les accords sur les articles, mais cette disposition, je crois, répond à l'article 43 alinéa 2 qui impose aux États membres ou qui donne comme directive aux États membres de prévoir que les autorités judiciaires pourront donner la possibilité, n'est-ce pas, un État membre pourra donner la possibilité aux autorités judiciaires, le parquet ou le juge, d'enjoindre l'autre partie de fournir les éléments de preuve qu'elle a peut-être soustrait du dossier ou de se prononcer ou de donner, j'allais dire, des précisions ou de rapporter la véracité des propos, en tout cas, d'établir que les pièces qui ont été produites sont, par exemple, authentiques et ne sont pas falsifiées, car au jour d'aujourd'hui, on peut tout modifier par des moyens informatiques et donc, du coup, la fiabilité de certains éléments de preuve peut être remise en cause par la manipulation j'allais dire, de l'outil informatique. Pour ma part, je trouve que cet article 43 nous permet de vraiment illustrer techniquement ce qu'on essaie de présenter cet après-midi. C'est cette irrigation de l'outil ou du cadre probatoire en propriété intellectuelle au-delà de la propriété intellectuelle. On comprend en lisant l'article 43 de l'accord ADPIC que ces dispositions ont vocation à trouver place dans un code de procédure civile, éventuellement dans un code civil, si c'est dans le code civil que sont placées les règles d'administration de la preuve au procès, mais qu'il n'y a pas un élément qui est propre à la propriété intellectuelle. Et donc, si ces dispositions se trouvent dans un accord relatif à la propriété intellectuelle, il est fort probable que les États, pour avoir un droit interne conforme à leur engagement international, eh bien, les États doivent intégrer ce type de dispositions dans leur corpus général relatif à la preuve. Et alors, eh bien, on est face à cette contribution, certainement pas suffisante, mais réelle, de la propriété intellectuelle au bon fonctionnement du contentieux, ici, aux règles d'administration de la preuve, à la participation dynamique. Alors, c'est aussi une philosophie du procès qui est ici. Et on voit que cette philosophie du procès, qui se traduit dans notre article 43, est elle-même le fruit d'une réflexion multilatérale. Est-ce que si on était dans une approche romaniste, pour ne pas dire franchouillarde, excusez-moi, classique du contentieux, il n'y a pas de dénigrement dans mon propos, est-ce que cette lecture dynamique du contentieux était réellement dans notre tradition? J'en suis pas convaincu. On l'a vu venir, on l'a vu se construire au fur et à mesure. Et ici, l'accord ADPIC
vient clairement consacrer une lecture du procès très marquée par des logiques de common law, mais la chance du Cameroun, c'est d'être, dirais-je, biculturel. Donc, cette double dynamique de la lecture du procès est déjà, dirais-je, génétiquement ancrée, mais pour des États beaucoup plus marqués par une approche très classique du contentieux, il y avait une petite facilité à la passivité pour dire si on ne donne pas, mais ils n'ont pas, et s'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas nous condamner. Et ici, on voit bien, on avait des mécanismes de présomption quand même qui étaient tout à fait importants et beaucoup d'autres outils. Mais là, on voit qu'on est nécessairement en présence de cette cohabitation dynamique et une sanction qui doit être prévue si l'une des parties refuse de collaborer dynamiquement à cette phase du contentieux, phase essentielle puisqu'il s'agit de la preuve et que cette question de preuve nous permet de glisser, si ça te convient, vers notre troisième et dernier thème avant de laisser la place aux questions. Troisième et dernier thème qui est consacré eh bien, à la décision elle-même. Donc, une fois qu'on a pu, dans le cadre d'un procès équitable, loyable, avec des délais raisonnables, discuter sur la base de preuves qui ont été fournies dynamiquement par les parties, eh bien, on arrive à une troisième étape de notre contentieux, en propriété intellectuelle comme en dehors de la propriété intellectuelle, c'est la décision. Et là encore, notre accord ADPIC nous fournit un cadre, dirais-je, assez générique et qui a vocation à s'appliquer au-delà de la propriété intellectuelle. Alors, premier élément, la forme de la décision. La décision doit être rendue au fond de préférence. Ça veut dire qu'on peut adopter une autre forme, mais que certainement, quand on rend une autre forme, dans une autre forme la décision au fond, il faudra avoir des justifications. Peut-être que la tradition locale pourrait être une justification. Je ne me prononce pas évidemment sur ce point. Mais la décision au fond doit être rendue de façon écrite et motivée. Donc, un élément de forme et puis un élément de justification. Le juge doit motiver sa décision. Là encore, c'est quelque chose de tout à fait classique, mais ça relève du b.a.-ba du procès équitable et de la nécessité de comprendre la décision qui est rendue. Deuxième élément, tout aussi important, la décision doit être mise à la disposition au moins des parties sans retard indu. Et c'est le deuxième élément très fort du contentieux, c'est cette, dirais-je, publicité qui va être faite à la décision. Donc, l'accord ADPIC ne nous dit pas la décision doit être publiée en ligne, ce n'est pas du tout ce qui est fait. En revanche, les parties sont libres, une fois qu'elles ont la décision, de la partager. Et donc, à partir du moment où vous indiquez que la décision doit être mise à la disposition des parties sans retard indu, vous imposer d'une part une forme, parce que pour communiquer la décision aux parties, concrètement, c'est difficile d'avoir autre chose qu'une décision écrite. Et deuxième part, une fois que les parties ont la décision écrite, ils peuvent la diffuser comme ils le souhaitent, puisque c'est parfaitement ouvert pour elles. Donc, sauf à avoir une hypothèse rare d'un contentieux qui serait soumis à la confidentialité, mais on risquerait de quitter les premiers canons du procès qu'on a envisagé dans la première partie. Et puis, dernier point, tout aussi important, eh bien, ces décisions, au fond, qui doivent être rendues par écrit et motivées, qui doivent être communiquées aux parties, eh bien, ces décisions, au fond, doivent s'appuyer exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre, respect du contradictoire, respect du principe de discussion de l'ensemble des éléments de preuve entre les parties et obligation du juge de ne s'appuyer que sur les preuves discutées pour pouvoir fonder sa décision. Ce sont, là encore, je l'entends parfaitement, des règles qui nous semblent évidentes pour la conduite du contentieux et rendre des décisions judiciaires, mais je crois pouvoir, sans trop m'avancer, dire que l'évidence est ici bonne à être rappelée, affirmée, défendue régulièrement pour s'assurer d'un parfait fonctionnement d'un système judiciaire. Et vous voyez, il n'y a rien de spécial ici à nouveau à la propriété intellectuelle. Évidemment, Nicolas, mais je peux dire que cette disposition, elle pose un problème énorme. Pour prendre le cas du Cameroun, où les décisions ne sont toujours pas disponibles, où une décision rendue en injonction de payer
qui est une procédure, j'allais dire, urgente. Donc, lorsque l'opposition est rendue, la décision, normalement, le délai de voie de recours est connu, mais vous n'avez pas la décision au bout de 2 ans. Je parle de la décision rédigée. Donc, très souvent, ici, nous nous trouvons face à des juges qui rendent des décisions et se limitent, j'allais dire, au dispositif de leur décision sans avoir rédigé la décision. Quand vous allez au greffe, on vous dit toujours la décision à l'instant de factum, c'est-à-dire qu'il n'a même pas encore rédigé le manuscrit qui sera transmis au greffe pour être saisi. Ça fait que nous avons un frein énorme pour la disponibilité des décisions lorsque nous allons exercer des voies de recours. Et il arrive très souvent que dans une procédure d'injonction de payer, où vous êtes tenu de faire appel dans un certain délai, vous vous retrouvez en appel sans la décision au fond, rendu par le juge en injonction de payer, et votre appel est déclaré irrecevable. Donc, vous voyez, même si vous portez l'arrêt, la décision rendue par la Cour d'appel à la CCJA, qui ne contrôle pas les règles internes, j'allais dire, de fonctionnement des juridictions ou de disponibilité des décisions, votre pouvoir sera déclaré irrecevable également au niveau de la CCJA. Donc, ici, les accords sur les ALPIC édictent ainsi des règles qui devraient normalement être reprises par les États pour que les décisions soient disponibles. Mais dans notre espace, comme je l'ai dit, nous arrivons à voir des juges en matière civile, en matière commerciale, qui ne rendent pas de décisions et qui, parfois, lorsqu'ils sont affectés, et il m'est arrivé de le faire, de voir le chef de juridiction pour qu'on transporte des dossiers, des procédures dans une autre juridiction où le magistrat était affecté 2-3 ans plus tard parce qu'il ne les a pas rédigés avant de partir, je crois, parfois parce que l'affectation est dans une localité qui ne lui donne pas satisfaction et du coup, ils abandonnent les dossiers sans décision rédigée et nous nous trouvons effectivement confrontés à des difficultés énormes et avec les parties et il est difficile. Donc, s'il fallait mettre de l'accent sur une disposition particulière, j'allais dire que les décisions de fond, elles, soient écrites, motivées et mises à la disposition des parties et des avocats dans des délais raisonnables, ce qui n'est toujours pas le cas, malheureusement. Oui, peut-être pour conclure ici, on voit que les difficultés que l'on peut rencontrer au Cameroun sont des difficultés qu'on peut rencontrer ailleurs. J'ai à l'esprit, alors cette fois-ci un exemple très marqué par la propriété intellectuelle, mais qui est bel et bien un contentieux au fond, qui est le contentieux qui est maintenant traité devant l'INPI pour, par exemple, la nullité des marques. Et il est prévu que l'INPI peut ne pas rendre sa décision écrite. Et dans ce cas-là, c'est analysé comme une sorte de décision administrative et le silence vaut rejet. Et si vous souhaitez avoir la décision motivée, vous devez saisir le juge administratif pour que le juge administratif ordonne à l'INPI de rédiger la décision. Et il est évident que c'est une vraie difficulté, et c'est de mon point de vue un recul des règles cardinales du procès, et c'est d'autant plus étrange cette fois-ci que l'on est bel et bien en présence d'un contentieux de propriété intellectuelle, parce que j'ai gagné ou perdu le contentieux, j'ai besoin de connaître les arguments, parce que si j'ai gagné mais sur un mauvais argument, il peut être nécessaire pour moi de contester la décision pour que je ne sais pas, on refuse le critère de la notoriété pour ma marque ou quelque chose comme ça, ça génère évidemment des difficultés. Donc, ces règles essentielles rappelées pour les décisions de fond, alors l'accord ALPIC ne vise que les décisions de fond, mais il y a déjà quelque chose d'essentiel à parvenir à avoir devant toute juridiction des 160 États partis à l'OMC, d'avoir des décisions de fond qui sont écrites, motivées, communiquées aux parties et dans lesquelles les juges s'appuient exclusivement sur des éléments de preuve qui ont été
débattu par les partis. Si on avait ça partout, je pense que je peux parler sous votre contrôle de praticien. Il y aurait pour nous tous et pour vous tous une vraie avancée dans le fonctionnement de la vie judiciaire. Et j'ajouterais, Nicolas, si tu veux, que si ces mesures étaient suivies, j'allais dire, des sanctions pour violation des délais de mise à disposition des décisions à l'endroit des justiciables, je crois que les magistrats, qui sont les premiers visés dans le retard à la mise à disposition des décisions, je crois, feraient un peu plus vite. Dans le cas du Cameroun, où je me fonde vraiment, il n'y a pas de sanction pour le juge qui n'a pas mis la décision à disposition du justiciable dans un certain délai. On se limite à dire que la décision doit être écrite et motivée, c'est prévu dans la loi portant organisation judiciaire, mais il n'y a pas de sanction pour lorsque ce délai devient déraisonnable ou lorsque le magistrat ne le fait pas. Donc, du coup, il se laisse aller, sauf peut-être des sanctions administratives lorsque vous faites une requête au chef de juridiction pour souligner que tel ou tel juge a rendu telle décision dans un test depuis un certain temps et ne l'a pas mise à disposition. Ce que nous faisons tout le temps pour pouvoir nous faire entendre. Évidemment, il arrive très souvent que nous recevons des décisions où toutes nos conclusions ne sont pas reprises, donc vous voyez qu'elles ne sont donc pas suffisamment motivées, et où elles sont rendues, j'allais dire, se fondant seulement sur une partie des pièces produites au dossier, et encore là, il y a une violation scandaleuse, j'allais dire, des règles de procès équitable qui, notamment, violent les principes de loyauté prévus par les accords sur les APIC, mais qui, en règle générale, devraient être étendus à tous les aspects et à toutes les matières et à tous les aspects d'un procès. Merci. Laurent, en tant qu'animateur de notre soirée, je te rends la parole. Je reprends la parole un instant. Je vous remercie tous les deux. Franchement, vous avez été très clairs, vous nous avez appris plein de choses. Peut-être que les spectateurs les participants connaissaient bien la matière. Pour ma part, j'ai appris énormément de choses, donc je suis vraiment très, très reconnaissant de m'avoir ainsi éclairé. Un certain nombre de questions ont été posées, mais auparavant, je pense que peut-être que Bernard Battier aura des questions à vous poser. Oui, je découvre la matière, car je ne fais pas de propriété intellectuelle et j'ai donc été très intéressé par le dialogue et que vous avez eu, monsieur le professeur Bankston, avec notre confrère Folgou, et réciproquement sur cette avancée dans le droit international de l'accord ADIPC. Ce qui me frappe le plus, c'est que finalement, cet accord qui concerne tous les pays membres de l'OMC, et donc vous avez dit qu'il y en a 160, ces 160 pays sont tenus, pour ce qui concerne la propriété intellectuelle, par des règles qui concernent l'organisation du procès équitable, en quelque sorte. Et on découvre que, on n'est pas de très loin, les 40 et quelques pays du Conseil de l'Europe avec la Convention européenne des droits de l'homme. Il me semble, en vous écoutant, que cet accord est sans doute l'accord le plus planétaire dans la détermination des principes du procès équitable. Et en définitive, l'Organisation mondiale du commerce, qui est le juge des différends, devrait pouvoir nous enrichir de sa jurisprudence sur des concepts qui sont des concepts, comme vous l'avez dit, qui sont des concepts à géométrie variable, bien souvent inspirés par la common law plus que par le caractère rigoureux et cartésien du droit civil. Et par exemple, je pense à une question sur la complexité des procédures. La complexité des procédures, ça peut être un moyen pour un État de se protéger, de protéger ses justifiables, en organisant des procédures d'une complexité, en retardant au devant par cette complexité l'issue du litige. Et la question
que je me posais en vous écoutant, c'est au fond, est-ce qu'il n'existe pas aujourd'hui des principes plus précis dans l'application de ces articles de l'accord que vous avez cité, article 41 et suivant? Est-ce qu'il n'y a pas une jurisprudence qui se dégage des différends qui ont été réglés par l'OMC sur l'application de cet accord? Je pense en particulier sur le coût de la procédure, par exemple, sur la complexité de la procédure. Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont très subjectifs. Est-ce qu'on a des guidelines qui pourraient naître des arbitrages de l'OMC? Alors, merci, Monsieur le Doyen, pour votre... Monsieur le Doyen, excusez-moi. Merci, Monsieur le Bâtonnier, pour votre réflexe académique, pour votre question. On a, en l'état actuel, on doit avoir 46 contentieux sur le fondement de l'ATPIC qui ont été portés devant l'ORD. Et je crois que dans ces 46 contentieux, il n'y en a que 2, peut-être 3, mais ça ne changerait pas grand-chose, qui visent les articles 41 et suivants. Et en fait, ils visent l'article 50 sur des questions de dommages et intérêts et de réparation. Donc aujourd'hui, je partage pleinement votre analyse, en ce sens qu'on a probablement un des textes qui porte les grands principes du procès de façon la plus universelle qu'il y ait, mais on a peu de contentieux conduits devant l'ORD sur le fondement du respect de ces grands principes. Parce que, et ça permet de répondre aussi à une question qui est dans le chat, le contentieux est un contentieux interétatique. Et finalement, les États, pour le moment en tout cas, ne se sont pas trop intéressés à la question de savoir si sur le territoire de tel ou tel autre État, la procédure n'est pas trop complexe pour permettre le respect de la propriété intellectuelle ou la procédure n'est pas trop coûteuse pour permettre le respect de la propriété intellectuelle. Mais ça pourrait venir, je vous donne un exemple qui est puisé dans l'actualité, cette fois-ci européenne. Vous savez peut-être qu'une nouvelle juridiction se met en route en Europe, c'est la juridiction unifiée du brevet. Et cette juridiction unifiée du brevet va soulever énormément de questions passionnantes. C'est rare d'avoir une juridiction qui se crée. Et parmi ces questions, alors il n'y aura pas de problème de loyauté ou d'équité, enfin, ce n'est pas du tout ce que j'ai dans mon esprit, mais par exemple, le coût du contentieux pourrait devenir une vraie question. Le contentieux de brevet est déjà onéreux en Europe, mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le coût du contentieux va doubler, tripler, voire plus, avec cette nouvelle juridiction qui impose d'avoir des équipes d'experts très fournies. Et vous savez comme moi, si vous avez des équipes d'experts très fournies pour porter la demande ou assurer la défense, ça va coûter très cher. Et il est probable qu'un certain nombre d'opérateurs se trouvent en incapacité de financer leur défense. Et on pourra se poser la question de savoir, est-ce que cette JUB, dans sa forme actuelle, ne contrevient pas à cette règle du contrôle des coûts du contentieux de propriété intellectuelle qui est consacrée par l'accord ATPIC. Il faut effectivement conjuguer coût et qualité, conjuguer, par conséquent, c'est complexe. Et au fond, la réponse que vous donnez permet de remercier, de remercier Laurent Poulet. Pourquoi? Parce que pour que les États puissent intervenir auprès de l'OMC, il faut qu'il y ait un déclencheur d'alerte, c'est-à-dire un avocat. En d'autres termes, ce qui me semble indispensable, c'est de connaître l'accord et de connaître ses dispositions pour que les avocats qui sont en charge d'un contentieux de propriété intellectuelle puissent prévaloir de la DICT, de l'IPC, pardon, pour inviter l'État à exercer un recours à l'OMC.
au fond, il y a toute une connaissance qui doit être développée. Et c'est pour ça que je suis très heureux de ce webinaire, parce que ceux qui nous écoutent et qui sont nombreux doivent être sensibilisés à l'identification des obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans la mise en œuvre de procédures relatives à la propriété intellectuelle pour pouvoir bousculer les États afin qu'il puisse y avoir une participation active de l'OMC à cette réglementation. Ce n'est pas la peine de faire une législation d'incantation, il faut qu'elle soit effectivement efficace. Et là, on a une situation exceptionnelle d'avoir 160 pays concernés, c'est-à-dire quasiment l'essentiel des pays à croissance économique forte concernés par cette question-là. Et je pensais aussi, en ce qui concerne la question des dommages et intérêts. La question des dommages et intérêts, on a des différences d'appréciation dans les dommages et intérêts entre les systèmes civilistes et les systèmes de common law. On a des systèmes civilistes qui disent que les dommages et intérêts doivent correspondre strictement au préjudice subi. On a des dommages et intérêts de common law qui procèdent des punitive damage. Et on a par conséquent des concepts différents sur ces questions-là. Est-ce qu'on peut envisager une harmonisation ou au contraire chaque pays conserve sa culture au regard de l'accord? Alors, au regard de l'accord, on a des règles spéciales d'évaluation des dommages et intérêts pour la propriété intellectuelle. On a mis ce thème-là de côté parce que ça nous paraît cette fois-ci spécifique à la propriété intellectuelle et pas quelque chose qui va irriguer d'une manière générale le contentieux. Et les dispositions de l'accord ADPIC, eh bien, vous pouvez vous en douter, sont suffisamment rédigées avec souplesse pour permettre autant au mécanisme des États de common law qu'au mécanisme des États de droit continental de se retrouver dedans. Toutefois, il faut noter que si je reprends le cas du droit français, cet accord ADPIC s'est trouvé chez nous intégré par le biais d'un règlement de 2004, un règlement 2004-48, et ce règlement a très sensiblement modifié les règles de calcul des dommages et intérêts pour le contentieux de la propriété intellectuelle en offrant une option. Je peux demander le lucrum cessans et damnum emergens, c'est-à-dire ce que vous faites au quotidien pour tous vos clients, mais si j'ai du mal à rapporter la preuve de ces éléments, je peux demander des dommages et intérêts forfaitaires. Et ces dommages et intérêts forfaitaires seront alors calculés sur le revenu qu'aurait dû me générer une licence fictive si mon contrefacteur m'avait demandé l'autorisation d'utiliser mes droits de propriété intellectuelle. Et il est prévu que les dommages et intérêts doivent être au moins égaux au montant de dommages de redevances que j'aurais dû obtenir. Concrètement, ça veut dire que je peux demander 2 fois, 3 fois le montant que j'aurais obtenu s'il y avait eu une licence. On est évidemment en présence d'une évaluation forfaitaire et non plus une évaluation sur la base du gain manqué et de la perte subie. Et le facteur 2-3 prend des atours de sanctions punitives, puisqu'on vous fait payer plus que ce que vous auriez dû payer si vous aviez demandé une autorisation au titulaire de droit de propriété intellectuelle. Alors, il est explicitement dit que ce n'est pas un système de dommages et intérêts punitifs, et on se garde bien d'avoir un système de dommages et intérêts punitifs pour l'Union européenne. La Cour de justice l'a confiné à plusieurs reprises, mais on a déjà des systèmes forfaitaires, et pour ce qui est du modèle classique, on nous demande de prendre en compte les gains réalisés par le contrefacteur. Et là encore, c'est une démarche qui n'est pas une démarche naturelle quand je m'intéresse simplement aux gains manqués, aux pertes subies de la victime de la contrefaçon. Donc, on va beaucoup plus chercher à capter la valeur du contrefacteur qu'à strictement réparer le gain manqué et la perte subie du titulaire du droit de propriété intellectuelle, ce qui marque déjà une évolution par rapport à l'orthodoxie habituelle de la réparation des dommages et intérêts dans le système classique français.
je devrais préciser, monsieur le bâtonnier, que s'agissant, n'est-ce pas, de la portée de cet accord, j'ai eu, et je l'ai dit quand je préparais le sujet avec Nicolas, j'ai pris un exemple sur le principe du traitement national et la caution judicatum solvi. Donc, parce que dans le code de procédure civile camerounais encore, il y a l'article 73 qui impose au défendeur national, fût-il un contrefacteur, de demander à l'étranger qui se plaint de la contrefaçon de déposer une caution suffisante pour garantir les dommages et intérêts si elle venait à être condamnée pour action abusive. Alors, très souvent, donc, il m'est arrivé de soulever devant les juridictions camerounaises et en m'appuyant sur la ratification par le Cameroun de cet accord sur les APIC, de soulever le principe du traitement national en matière de défense des droits de propriété intellectuelle lorsque il y a une action à la fois en contrefaçon, en dommage d'intérêt contre un ressortissant national, j'allais dire poursuivi pour contrefaçon, de telle sorte que cette obligation de caution judicatum solvi ne lui soit pas imposée en vertu du principe du traitement national que je suis allé tirer des accords sur les ALPIC. Donc, vous voyez, comme vous l'avez dit tantôt, si on s'approprie cet outil accord sur les ALPIC, on peut même l'appliquer dans le cadre, j'allais dire, d'un recouvrement de créances issues d'une vente autre, d'une vente commerciale, j'allais dire, pour pouvoir dire qu'on peut essayer d'appliquer les apports sur les ALPIC ailleurs que dans le cadre, j'allais dire, typique d'un contentieux du droit de la propriété intellectuelle, puisque les procédures en matière de propriété intellectuelle sont connues par les juridictions civiles nationales et elles peuvent être assorties notamment de dommages et intérêts, et donc l'évaluation des dommages et intérêts à ce moment-là ne serait pas heurtée par l'obligation faite aux demandeurs de nationalité étrangère de déposer une caution judicatum solvi, alors qu'en réalité, le contrefacteur est celui qui porte atteinte à une règle de commerce international et qui, n'est nécessairement pas des actes de contrefaçon, porte atteinte à des droits protégés. Donc voilà un peu un exemple typique où j'ai fait appel à l'accord sur les ALPIC pour venir mettre de côté une disposition de droit national qui empêchait l'exercice des droits pour quelqu'un qui avait subi un préjudice de la part des contrefacteurs locaux. Merci de ces explications. C'est absolument passionnant de voir qu'en définitive, les droits nationaux sont obligés de s'ajuster et de prendre une forme moins comment dirais-je, accepter l'ouverture des frontières. Il faut, surtout dans ce domaine. Alors, peut-être pouvons-nous passer aux questions qui ont été posées? Oui, moi je me posais une toute petite question, mais j'ai peur de dire une bêtise, alors j'avance doucement. Je m'interrogeais sur les rapports entre l'OAPI et l'OHADA. Et alors je me demandais, en droit OHADA, il n'y a pas d'acte uniforme sur la propriété intellectuelle. Est-ce que l'article du traité constitutif de l'OHADA, parce que je me souviens que sa rédaction est relativement large, c'est le droit des affaires bien sûr, mais c'est le droit des affaires dans un sens très large, il me semble même que ça pourrait comprendre le droit du travail. Est-ce que il pourrait y avoir quelque chose en matière de... Est-ce que théoriquement il serait envisageable un jour qu'il y ait un acte uniforme en propriété intellectuelle? Peut-être que c'est une bêtise, hein, mais je ne sais pas, je me suis posé la question en vous écoutant. Alors, avant que peut-être Nicolas, qui est enseignant à l'OAPI, réponde, je dois d'abord dire que s'il y a un acte uniforme fondateur, c'est bien l'accord de Bangui. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne s'appelle l'accord de Bangui, c'est le tout premier acte uniforme en Afrique pour les États qui composent aujourd'hui l'OAPI, puisque c'est depuis 1962
voyez-vous. Donc, plus de 40 ans avant l'avènement de l'OHADA, qui est le deuxième acte uniforme, le premier acte uniforme propre aux États africains et spécifique à la propriété intellectuelle, eh bien, l'accord de Bangui. On l'appelle l'accord de Bangui parce qu'il a été révisé à Bangui en 1999, et puis à Bamako en 2015. Mais je peux vous rappeler qu'en 1962, il s'étendait jusqu'à Madagascar. Donc, vous voyez que le premier acte uniforme, bien avant l'OHADA, c'était bien celui qui régit le droit de la propriété intellectuelle, la protection et la défense des droits de la propriété intellectuelle. Maintenant, appliqué avec l'OHADA, on peut penser que dans une action, par exemple, où il pourrait avoir, parce qu'il y a des saisies qui sont spécifiques à la propriété intellectuelle, qui sont comme des saisies contrefaçon, on ne les trouvera pas dans les actes uniformes qui régissent saisie, attribution et autres, mais on peut penser peut-être que dans une forme de combinaison de droits issus de la violation des droits à la propriété intellectuelle, on pourrait faire recours au droit au OHADA lorsqu'on vient peut-être à exécuter une décision rendue en matière de propriété intellectuelle qui condamne un contrefacteur à des dommages-intérêts. Lorsqu'il faudra passer à la phase d'exécution, évidemment, cette phase d'exécution des dommages-intérêts est régie par l'acte uniforme OHADA et c'est où probablement on fera référence à une décision rendue dans un cadre de saisie contrefaçon avec dommages-intérêts et dans le cadre de l'exécution à l'OHADA avec ses mesures propres aux saisies pour rentrer en possession de dommages-intérêts comme les saisies attributions. Donc, en l'état, il n'y a pas d'acte uniforme propre, je dirais combiné à l'OHADA, comme on a vu avec les actes uniformes adoptés depuis l'avènement de l'OHADA. Mais comme je l'ai dit, le tout premier acte uniforme en Afrique francophone pour les pays lusophones est bien l'acte uniforme qui régit le droit de la propriété intellectuelle. Alors, je reprends merci Robert de m'avoir éclairé. Je reprends la parole un instant parce qu'un certain nombre de questions ont été posées par les participants. Ce qu'il y a, c'est que vous avez été d'une telle clarté, chers confrères et chers professeurs, qu'en réalité, j'ai un peu l'impression que vous avez répondu à l'essentiel des questions. Nicolas, peut-être peux-tu jeter un œil aux questions et voir si... il faut les faire défiler, on va les faire défiler les unes après les autres. Oui, je l'ai fait défiler. On a une question sur la possibilité de l'application des règles de l'ATPIC en matière de caution. Ce serait simplement si l'État appliquait les canons, c'est ce qu'on a dit, et c'est vérifier la conformité de la procédure, mais l'accord ATPIC ne s'applique évidemment pas aux cautions. On me demande les références de l'arrêt de la Cour de cassation sur le savoir-faire. Ce que je propose à Madame Goua, c'est de m'envoyer un mail et je lui donnerai les références à la décision sans difficulté. Il faudrait donner l'adresse mail. C'est mon adresse mail académique connue en ligne, nicolas.banctin@univ-poitiers.fr, ce sera simple. Et puis, ensuite, sur eh bien, les références légales de l'OMC et l'acte de Bamako, il me semble que Pierre Robert vient encore d'éclairer l'existence et la substance de ces textes. On peut ajouter d'ailleurs ici que l'acte uniforme sur les sûretés crée un pont entre les deux, puisqu'il a mis en place le régime des sûretés sur propriété intellectuelle. Donc, c'est là encore une façon d'articuler OHADA, EAPI qui sont envisagés. On nous demande quels sont les caractères de la propriété intellectuelle. La question me paraît compliquée. Est-ce que c'est la spécificité de chacun des droits de propriété intellectuelle? Je ne crois pas que ce soit le moment de faire un cours en propriété intellectuelle, mais bon, si la personne a besoin, je pourrais l'orienter vers des ouvrages où Pierre Robert l'a cité. Il faut aller voir l'accord de Bangui pour ce qui est des États africains. Et nous, on a un code de la propriété intellectuelle en France qui fournit les bases de la matière. Dans quel aspect le juge intervient pour faire justice à la partie lésée? Je ne sais pas si la question vise la propriété intellectuelle, mais dans ce cas-là, c'est faire cesser la contrefaçon, évidemment, donc faire cesser l'atteinte à la propriété privée et puis réparer cette atteinte en attribuant des dommages insérés, et puis surtout en s'assurant un effet, c'est s'asseoir dans sa décision.
Comment dois-je faire pour accéder sur les éléments qui définissent la prise de parole d'aujourd'hui? L'accès à l'accord ADPIC est en ligne, gratuit sur le site de l'OMC, il n'y a aucune difficulté pour y accéder, et il me semble que ça peut être ça, mais peut-être qu'on pourra mettre en ligne tout simplement le lien vers l'accord ADPIC, et il faut aller voir dans cet accord les articles 41 et suivants, qui sont ceux qu'on a discutés avec Pierre Robert cet après-midi. Qu'est-ce qui est prévu pour un système judiciaire qui ne respecte pas les clauses de cet accord? Il me semble qu'on en a parlé, c'est la nécessité d'engager un contentieux interétatique devant l'organe de règlement des différends. Le bâtonnier Vattier a montré en quoi il était essentiel d'échanger entre spécialistes pour comprendre les faiblesses d'un système judiciaire donné et mobiliser un État pour qu'il puisse engager une action contre un autre État membre de l'OMC afin qu'il mette son droit interne en conformité avec les canons processuels consacrés par l'accord ADPIC. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce point, tant les conseils et diligences du bâtonnier Vattier me paraissaient parfaites. Et puis, je n'ai pas grand-chose à dire sur Twitter, je veux dire, donc je passe la question. Et il me semble que l'on a répondu à l'essentiel des questions qui restent. La masse contrefaisante est déterminée par le juge sur la base des preuves rapportées par les parties. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ces questions. C'est parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Écoute, je pense qu'on va conclure dans quelques instants ce webinaire. Robert Faujoux joue cache-cache avec nous. Oui. Il est parti, il est revenu. Toujours est-il qu'il revient à l'instant où je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai trouvé que vos propos étaient très brillants, nous ont très bien éclairés. J'ai trouvé surtout que vous vous complétiez parfaitement l'un l'autre, le professeur, le praticien, même si peut-être que le professeur est un peu praticien et que le praticien s'intéresse à la théorie. Toujours est-il que vous avez été vraiment parfait et je vous remercie infiniment d'avoir animé aussi brillamment ce webinaire et je vais donc passer la parole au bâtonnier Vattier. Oui, je m'en saisis pour m'associer au compliment que vous venez que Laurent Poulet vient de donner. C'est un exercice difficile lorsque l'on fait un duo et que l'on n'est pas à la même place. On a fait un duo en vidéoconférence, vous l'avez très bien organisé, avec beaucoup de dynamisme, et je voudrais vous remercier le professeur, remercier l'avocat, en fait remercier les spécialistes que vous êtes, parce que vous avez donné beaucoup de dynamisme à vos interventions, et au point même que, pour ma part, je ne fais pas de propriété intellectuelle, mais j'ai presque envie d'en faire maintenant, parce que ce sont des domaines tout à fait intéressants. Et je me souviens, lorsque j'étais en exercice, j'étais confronté à des confrères qui se plaignaient des problèmes de concurrence, des détournements de droits de propriété intellectuelle par des États, je pense en particulier à l'époque c'était la Chine, où il y avait une impossibilité dans laquelle elle se trouvait de faire valoir les droits. Et je trouve qu'aujourd'hui nous disposons des instruments qui nous permettent de faire valoir ces droits. Et en particulier, quand un pays prend une position protectionniste en s'emparant de la propriété intellectuelle, en faisant des actes de prédation, eh bien, on a le moyen, par l'OMC, d'intervenir. C'est pour ça que je me tourne vers les participants. Ils ont été nombreux. On a eu plus de 135 participants. Et on en a encore 122 qui nous regardent. Et je voulais dire que la plupart sont des avocats qui sont membres des barreaux de la CIB. C'est-à-dire, c'est un point important. Il faut se saisir de ces connaissances. Il faut pouvoir mettre en œuvre un droit qui est à portée de main pour qu'il puisse y avoir une efficacité dans notre action. Et vous avez été d'une clarté et vous avez ouvert la voie. Et par conséquent, je voudrais vous remercier et dire au nom de tous ceux qui nous ont écoutés
eh bien, bravo, et on pourra peut-être continuer sur des questions plus précises dans le cadre de cette problématique. Merci, mon cher confrère. Puis en plus, vous savez qu'il y a des liens très étranges, le barreau du Cameroun et la CIB. On était très souvent à Yaoundé, on y revient. Merci, monsieur le professeur, de nous avoir éclairés. Et je voudrais aussi remercier Laurent Poulet, car Laurent Poulet dirige avec une grande maîtrise ce webinaire. Il a une parfaite connaissance de ce monde universitaire, de ce monde praticien. Merci d'avoir organisé ce webinaire. Et merci à Ismaël qui tenait la régie et qui nous a permis de faire un webinaire particulièrement riche. Et donc, je vous dis au revoir parce qu'on y reviendra. C'est un réel plaisir de vous écouter. Merci. Merci pour Merci infiniment. Bonsoir. Merci. À bientôt. Merci, monsieur le bâtonnier. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci, Laurent. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci.